Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va commencer avec la semaine qui se termine, une semaine qui aurait été en deux volets, un début de semaine extrêmement tendu avec des craintes qui ont plané tout le week-end dernier sur un risque d'embargo total pour les produits liés à l'énergie russe, gaz, pétrole notamment. Le marché, on s'en souvient, qui avait ouvert en début de semaine dernière, donc en début de semaine pardon, sur des gros gaps à la hausse, c'est-à-dire d'énormes trous de cotation à la hausse sur le pétrole. Le Brent qui a atteint quasiment les 140 $, le WTI, donc le baril américain qui lui a accéléré sur les 130 $, et donc des niveaux de prix qu'on n'avait pas vus depuis 2008, donc depuis la crise des subprimes aux États-Unis. Donc on a une semaine d'abord marquée, un début de semaine, par les très fortes tensions sur le marché action également. On a vu les indices boursiers européens atteindre des points bas pas touchés depuis plusieurs mois notamment, et puis surtout des niveaux de volatilité. La volatilité sur les indices européens, si on prend le cas du DAX par exemple, qui est l'indice allemand, avec donc les entreprises allemandes très exposées au risque russe, et bien la volatilité est montée en début de semaine à 49. Pour vous donner un ordre d'idée, pendant la crise Covid, au plus fort de la crise Covid en février-mars, on était monté à 90 de volatilité, et quand un marché est détendu, quand tout va bien, la volatilité navigue entre 10 et 20. Donc vous voyez qu'à quasiment 50 de volatilité, c'est effectivement des débuts de signaux de panique qui se sont un petit peu tassés ensuite tout au long de la semaine, et notamment en fin de semaine. Là on a eu des propos, alors on verra ce qu'il en est dans les jours qui viennent évidemment, mais des propos de Vladimir Poutine indiquant qu'il y avait certains changements positifs, pour reprendre ces termes, certains changements positifs dans les discussions avec l'Ukraine. Donc le marché s'est un petit peu détendu là vendredi sur ces notions-là. On verra si ça tient évidemment, quel est le son de cloche du côté ukrainien, comment les Européens voient cela, enfin. Tant qu'il n'y a pas d'escalade concrète sur le terrain, il convient de rester prudent, mais pour autant, c'est le genre de phrases effectivement qui ont quand même l'attention des marchés, parce qu'elles peuvent traduire aussi peut-être un début de changement dans la posture des deux camps, et surtout dans la posture de la Russie, qui jusqu'à présent a été totalement inflexible et un discours toujours très martial, très dur, et pas de désescalade surtout, observé. Donc pour l'instant, le marché se rattache en fait, c'est un marché, on le voit bien toute la semaine, qui était littéralement baladé par les communiqués en provenance de l'Ukraine, les communiqués en provenance de l'Union européenne, les communiqués en provenance de la Russie ou des États-Unis. Le marché n'a fait qu'ajuster en fait de manière très rapide à chaque fois les niveaux par rapport à ces bruits-là, et donc c'est un marché qui est totalement tributaire actuellement de la question géopolitique. On rappelle que les marchés en début de semaine ont tous toucher ce qu'on appelle le bear market, c'est-à-dire que par rapport au sommet récent du CAC 40 et du DAX par exemple, eh bien on a eu des replis en début de semaine qui ont excédé les 20%, et donc c'est des niveaux psychologiques, des niveaux techniques sur le marché qu'on qualifie de bear market, donc de marché baissier. Ça ne veut pas dire que le marché va faire encore moins 15 ou moins 20 derrière, mais ça veut dire qu'on a franchi un cap dans la baisse qui est quand même assez important, et donc forcément à un moment donné, quand il y a un niveau de stress qui est très élevé, la moindre petite nouvelle, une phrase qui est un peu moins négative, qui laisse une porte ouverte à quelque chose, même s'il n'y a pas encore de désescalade concrète sur le terrain, eh bien une phrase peut suffire à faire bouger le marché de 5, 6 ou 7% dans la journée, ce qu'on a vu cette semaine. Donc une semaine totalement, encore une fois, phagocytée par les questions géopolitiques au niveau mondial. Les États-Unis qui ont décidé donc d'appliquer un embargo sur les exportations de pétrole russe, donc les États-Unis n'importent plus désormais de pétrole russe, de matières premières liées à l'énergie russe. Les États-Unis qui peuvent évidemment se le permettre eux pour l'instant, et ils l'ont dit tel quel d'ailleurs, que eux le faisaient parce que les alliés européens n'avaient eux pas cette possibilité là, évidemment en référence à l'Allemagne qui est totalement dépendante du gaz russe notamment. Donc les États-Unis eux montent d'un cran les sanctions, et l'Union européenne elle reste à brandir pour l'instant ces menaces de sanctions supplémentaires si nécessaire, pour prendre les termes des différents communiqués. Donc pour l'instant l'Europe est toujours livrée en gaz et en pétrole russe, même si ça se passe dans des conditions qui sont évidemment de mauvaises conditions. Certains pétroliers par exemple russes ne sont pas autorisés à décharger tout simplement leur cargaison dans certains ports européens, donc le gaz arrive toujours, l'Allemagne en a besoin, une partie de l'Europe en a besoin, et avec ce jeu de dupes qu'on a toute la semaine où chacun menace l'autre en fait, l'Union européenne laisse planer, alors même si elle ne le dit pas, mais des sanctions, elle laisse planer la possibilité de sanctions supplémentaires si nécessaire. Donc en gros
lorsque la situation militaire venait à se dégrader encore très fortement et que des actes de guerre, des crimes de guerre étaient perpétrés de manière permanente tous les jours, l'Union européenne effectivement pourra aller vers cette question de l'arrêt complet des importations, ou en tout cas partiel mais important, des importations de gaz et de pétrole russe. Donc c'est une menace qui plane toujours, même si l'Europe évidemment n'a pas envie d'y aller, parce que évidemment le choc économique serait important. Et puis de l'autre côté, c'est la Russie aussi qui menace de ça, enfin qui menace sans le dire. La Russie a répété cette semaine qu'elle honorait ses contrats de livraison de produits à l'énergie, donc qu'elle respecte ses engagements, c'est ce qu'elle dit de manière publique. Mais évidemment, si à un moment donné elle estime que les sanctions justifiées de l'Union européenne, des États-Unis contre l'invasion de l'Ukraine devenaient trop importantes, eh bien la Russie, nul doute qu'elle procédera, si elle estime que c'est nécessaire de son côté, à des coupures partielles de livraison de gaz à l'Europe. Donc on voit que tout tourne autour de la question liée à l'énergie, c'est ça qui a agité les marchés en début de semaine. C'est un petit peu détendu quand même cette semaine sur le front du pétrole, qui est retombé, si on prend le cas du baril américain par exemple, il était à 130 $ en début de semaine, il est revenu plus proche des 100 $ en cette fin de semaine, donc ça c'est un petit peu détendu. La volatilité des indices également un petit peu. Voilà, donc le marché veut croire, veut espérer à une sortie, à une désescalade en tout cas, pas forcément immédiate, mais un début de désescalade avec plus de négociations, des couloirs humanitaires qui s'accentuent, et puis voilà, surtout une désescalade qui arriverait à un moment donné sur le front militaire. Ce serait le meilleur des scénarios évidemment, la solution diplomatique serait la meilleure, mais la situation reste quand même tendue, donc voilà, on est à ce stade-là au moment où nous enregistrons ce podcast. L'autre événement de la semaine, c'était alors avant de parler de la BCE, on va quand même parler toujours un petit peu de la Russie qui est sous une cloche économique massive. Donc les sanctions sont absolument énormes de l'Europe et des États-Unis. On rappelle quelques-unes de ces sanctions, le gel des avoirs des banques russes à l'étranger, le blocage d'une partie des actifs de la banque centrale russe, la coupure de l'accès au réseau SWIFT, donc à tout ce qui est les questions de règlement dollar, la Russie n'y a plus accès, l'accès également qui a été refusé sur le yen, donc d'autres devises auxquelles pas le yuan, le yen japonais et le yuan chinois. Par contre, évidemment, la Chine continue toujours de faire des transactions avec la Russie, mais c'est que de ce côté-là finalement que la Russie peut trouver une petite bouffée d'oxygène sur ses relations qu'elle a encore un petit peu avec la Chine, mais qui ne peuvent pas évidemment compenser en l'espace de quelques jours le volume de transactions et toutes les infrastructures qui sont créées pour plus de transactions jusqu'à présent avec l'Ouest qu'avec l'Est. Donc la Russie est sous une vraie cloche économique. Beaucoup d'entreprises américaines, européennes ont décidé de ne plus poursuivre leur activité en Russie, en tout cas pour l'instant de suspendre, voilà, on va dire comme ça, de suspendre leur activité, soit certaines banques, des constructeurs auto, des magasins de luxe, de l'alimentaire, des moyens de paiement, Visa, Mastercard, voilà, tout est fait pour isoler la Russie d'un point de vue économique. Et une des conséquences, on le voit très clairement sur les marchés. Bon, déjà les marchés russes sont toujours fermés, donc n'ont toujours pas réouvert. Les CDS qui permettent de mesurer en fait la perception des investisseurs du risque russe et du risque de défaut russe surtout, du défaut sur sa dette, même si la dette n'est pas très élevée de la Russie. La dette rapportée au PIB de la Russie est de l'ordre de 20%, donc c'est 5-6 fois moins que la moyenne des pays européens, mais simplement, il y a quand même une dette qui est présente, qu'il faut rembourser. Et là-dessus, on voit que les contrats qui permettent de se couvrir, les contrats d'assurance en quelque sorte, qui permettent de se couvrir contre le défaut de l'État russe, eh bien le prix de ces contrats a été multiplié par 20 en l'espace de 3 semaines, donc c'est absolument phénoménal, ça n'arrive jamais une situation pareille, sauf en cas de défaut imminent d'un pays, donc ce qui montre que l'impact des sanctions est absolument massif, et ce qui pourrait donc aussi pousser la Russie à aller sur la table des négociations, plutôt qu'elle n'aurait peut-être eu envie de le faire, si en plus sur le front militaire, les avancées ne sont pas les avancées que la Russie souhaitait. Donc espérons qu'effectivement la solution diplomatique soit privilégiée. En tout cas, sur le front financier, on voit que l'explosion du prix des CDS, de ces fameux contrats d'assurance contre le défaut d'un État, eh bien sont et on le voit bien, tous les grands fonds d'investissement qui limitent, qui ne peuvent plus même avoir accès, qui enlèvent même les gros indices mondiaux type MSCI, qui retirent les valeurs russes de la pondération de leurs indices. Il y a un isolement à la fois économique, un isolement financier, donc sur les marchés financiers. C'est une situation qui n'est évidemment pas tenable très longtemps pour un pays comme la Russie, même si elle peut essayer de se montrer résiliente, mais à un moment donné, il y a les questions de l'impact sur la population qui vont se faire sentir, les risques de troubles évidemment pour le gouvernement russe, les troubles intérieurs, parce que la population qui est coupée d'absolument tout, en tout cas de certains biens
produits technologiques, certains produits occidentaux auxquels désormais les Russes sont habitués. Voilà, un État ne peut pas vivre de cette manière-là pendant plusieurs semestres, quelques semaines, mois peut-être, mais les dégâts économiques, c'est COFAS par exemple, qui estimait que la récession cette année serait de l'ordre si la situation perdurait, serait de l'ordre de 7,5% en Russie, ce qui est absolument énorme et qui ne tient pas compte si effectivement il y avait plus non plus de règlements de livraison, de paiement plutôt, du gaz ou du pétrole par l'Europe. Alors l'Europe évidemment frôlerait ou flirterait ou serait aussi un petit peu en récession, mais le choc économique serait bien plus massif pour l'économie russe. Donc le but des Occidentaux, c'est effectivement de faire plier la Russie, très clairement sur les questions économiques d'abord, pour pousser évidemment à la désescalade rapide ensuite. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur cet aspect géopolitique, et là on prédomine complètement l'analyse que l'on fait sur tous les marchés. Tous les marchés sont sensibles évidemment, très sensibles à cette question-là. Les marchés européens ont quand même bien plus corrigé que les marchés américains, qui jouent un peu le rôle de valeur refuge. Ils ont un peu baissé les marchés américains ces dernières semaines, mais en relatif ça a beaucoup moins baissé que les marchés européens, ce qui est normal. Ça sert un petit peu de valeur refuge en relatif aux investisseurs. Et puis on a vu le dollar également qui s'était apprécié cette semaine, là aussi signe classique d'aversion au risque, et le dollar qui redevient donc une valeur refuge notamment. Il y a quand même des banques centrales cette semaine, notamment la BCE, donc qui a eu sa réunion hier, qui a tenu sa réunion hier, avec une BCE qui a un petit peu surpris parce que certains attendaient peut-être qu'elle soit un peu plus souple dans ce contexte de tension massive avec la Russie, et la BCE qui a gardé le cap, et non seulement l'a gardé, mais qui en plus a accéléré, a indiqué qu'elle allait accélérer le tapering, c'est-à-dire accélérer le ralentissement des achats d'actifs, avec une fin possible à la fois du premier programme, du programme d'urgence qui lui était prévu de s'arrêter en mars, donc ça il n'y a pas de surprise, mais c'est le deuxième programme APP, qui était un programme qui existait avant la crise Covid. Et bien ce programme lui devrait s'arrêter, selon la BCE, si les éléments le permettent, au troisième trimestre. Et donc finalement la BCE, ce qu'elle ne faisait pas avant, là elle a fixé une date d'échéance possible pour le dernier programme d'achat d'actifs qui persiste encore, qui est toujours maintenu. Et donc ça veut dire que la BCE accélère en fait le rythme du ralentissement de ces achats d'actifs, donc ce qu'on appelle le tapering. La BCE accélère de ce côté-là parce que les chiffres d'inflation continuent de progresser en zone euro, et donc la BCE a privilégié plutôt les questions de stabilité des prix, même s'il y a effectivement un risque économique assez fort en ce moment lié à l'Ukraine. La semaine prochaine, rapidement, quelques gros rendez-vous qui nous attendent. Évidemment, le point d'orgue sera la réunion de la Banque centrale américaine en milieu de semaine, avec une décision attendue sur une hausse de taux, qui est un petit peu revue à la baisse. Désormais, le marché anticipe 25 points de base, c'est-à-dire 0,25% de hausse de taux, alors qu'avant la crise ukrainienne, il y a une probabilité que ce soit plutôt 0,5% d'un coup. Donc on verra ce qu'il en est, ce que fera la Fed mercredi prochain. La semaine sera évidemment toujours très monopolisée par les questions géopolitiques, ça bien évidemment, mais en dehors de ça, il y aura donc la Fed, des chiffres également pour la Chine, attention, vente au détail, production, investissement, donc cette fameuse série de chiffres qu'on surveille une fois par mois pour la Chine. On la surveillera donc surtout en ce moment où on voit que les marchés chinois sont en train de décrocher carrément. Le problème russe, et vu que les liens entre la Russie et la Chine sont forts, eh bien on a l'impression que les investisseurs, et c'était le cas ces derniers jours, ont vendu plus fortement les actions chinoises, certains faisant un lien probable entre le risque finalement que court la Chine aussi, si le soutien est trop fort par rapport à la Russie et que la Russie est sanctionnée, mais que la Chine éventuellement, entre guillemets, aide la Russie dans les paiements, dans l'achat de matières premières pour limiter un peu l'impact des sanctions occidentales. Je pense que certains en bourse, je ne sais pas quelle est la réalité sur le terrain, mais certains en bourse en tout cas ont fait le choix de vendre plus fortement les actions chinoises là en milieu de semaine, fin de semaine, et ça peut être un signe effectivement perçu comme certains qui effectivement veulent sortir des positions, estimant que les liaisons Russie-Chine pouvaient être préjudiciables finalement d'un point de vue de l'investisseur, d'un point de vue des notions de ESG également, toutes ces notions d'investissement socialement responsable. Eh bien certains estiment peut-être que c'est le moment d'alléger tant qu'il n'y a pas une détente qui commence à apparaître sur le front géopolitique. Donc on suivra évidemment les chiffres macroéconomiques en Chine, ça c'est important, ce sera en début de semaine. On aura également l'indice du climat des affaires en Allemagne, l'indice ZIU, qui sortira la semaine, le sentiment économique, le sentiment économique via l'indice ZIU en Allemagne, donc évidemment qui permettra de mesurer l'impact sur les milieux d'affaires dans le sentiment de cette crise ukrainienne. L'Allemagne qui est évidemment en ligne droite, très exposée à ses actifs liés à l'énergie russe et aux échanges avec la Russie évidemment, et puis à toute l'activité économique dépendante de cette énergie russe. Et puis on aura également des chiffres aux États-Unis sur tout ce qui est vente au détail, donc à la consommation américaine, et les prix à la production
toujours dans ces notions de prix qui grimpent toujours. On l'a vu avec les chiffres d'inflation encore cette semaine aux États-Unis, l'inflation qui atteint désormais 7,9% aux États-Unis, donc un niveau pas vu depuis janvier 1982, et donc ils sont obligés, ces chiffres, de pousser la Fed à relever ses taux, et peut-être qu'effectivement on aura une surprise, peut-être pas seulement 0,25 mais 0,5 points d'un coup, pour justement juguler une partie de cette inflation, même si une partie dépend du contexte du prix des matières premières et du contexte géopolitique. Il y avait quand même une base inflationniste qui était déjà très forte avant que la crise ukrainienne n'éclate, et donc ça la Fed va forcément tenir compte dans son choix de politique monétaire mercredi prochain. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.